Ma famille a été le pire investissement de ma vie. Pendant 35 ans, j'ai trimé, sacrifiant ma sueur et mon argent pour être un bon fils, aspirant à une place à la table familiale. Mais ils ne me voyaient que comme un distributeur automatique sans âme. Tout s'est effondré le jour où j'ai été ruiné financièrement, et où j'avais le plus besoin de soutien. Au lieu de m'aider, ma propre mère m'a jeté ceci au visage: si tu ne ramènes pas d'argent à la maison, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Cette maison ne nourrit pas les inutiles. J'étais sidéré. Tous mes biens, ma jeunesse, et mon amour-propre ont été piétinés sans pitié. Ils m'ont pressé jusqu'à la dernière goutte, puis m'ont jeté comme un déchet quand je n'étais plus utile. J'étais complètement en faillite. Mais au moment où cette porte a claqué, la douleur et le désespoir ont immédiatement cédé la place à autre chose. Laissez-moi vous raconter jusqu'où les choses sont allées, et ce que j'ai fait immédiatement après. J'ai appris cette leçon atroce un samedi après-midi humide, debout devant un club nautique ultra exclusif sur la côte de la Floride. Le soleil était d'une luminosité aveuglante, se reflétant sur les coques d'un blanc immaculé des bateaux de luxe amarrés dans la marina. Il y avait une douce brise saline dans l'air, celle qui d'habitude rend les gens détendus et vivants. Mais je ne ressentais rien d'autre qu'un épuisement profond, qui me glaçait jusqu'aux os. Je venais de sortir d'un VTC après avoir enduré un vol éreintant de 18 heures depuis Londres, suivi d'une course effrénée à la douane, et d'un long et pénible trajet le long de la côte. Mon costume gris anthracite me semblait lourd, et il était légèrement froissé par le voyage. Mais j'avais pratiquement couru aux toilettes de l'aéroport pendant mon escale pour m'asperger le visage d'eau froide, me brosser les dents, et rajuster ma cravate. Je voulais avoir l'air impeccable. Je voulais ressembler au grand frère fier et prospère, se présentant pour Darien le jour le plus important de sa vie. Je voulais prouver que, peu importe le nombre de kilomètres qui nous séparaient, nous étions toujours du même sang. Ma tête me martelait à cause de l'air recyclé de la cabine, du café bon marché de l'aéroport, et du manque de sommeil absolu, mais j'ai forcé un sourire chaleureux sur mon visage. Dans ma main droite, je portais une petite boîte de velours, lourde. À l'intérieur reposaient les clés d'origine, gravées sur mesure, d'une moto classique haute performance entièrement restaurée. C'était une machine d'époque dont Darien était obsédé depuis notre adolescence. Un symbole de la richesse et de la liberté qu'il avait toujours poursuivi, mais qu'il n'avait jamais pu s'offrir. J'avais passé les 2 dernières années à traquer personnellement le modèle exact, à payer l'intégralité de la restauration méticuleuse de ma propre poche, et à organiser sa livraison secrète sur le lieu de la cérémonie comme surprise de mariage. La logistique d'expédition à elle seule était un cauchemar. Cela m'a coûté une petite fortune, mais je m'en fichais. Je croyais bêtement que ce grand geste comblerait enfin le fossé émotionnel massif qui s'était creusé entre nous. Je pensais que cela prouverait que, malgré ma vie de l'autre côté de l'Atlantique, malgré ma carrière exigeante de directeur des risques d'entreprise, je l'aimais toujours. Je n'arrêtais pas d'imaginer l'expression de pur choc et de joie sur son visage au moment où il tournerait cette clé. Le moment où il me serrait enfin dans ses bras et m'appellerait son frère. Alors que je remontais la large allée pavée en direction de l'entrée principale du club nautique, les notes faibles et élégantes d'un quatuor à cordes live flottaient dans l'air chaud. L'entrée était encadrée par d'immenses arrangements floraux en cascade. Il y avait des milliers d'orchidées blanches et de roses importées, d'apparence absolument parfaite et ridiculement chère. Les valets s'empressaient d'aller et venir, ouvrant les portières de voitures de sport de luxe pour des invités drapés dans des vêtements de marque. Je savais exactement combien coûtait toute cette mascarade, car mon nom, ma signature numérique personnelle, était légalement liée aux accords de paiement différés pour chaque pétale, chaque queue de homard, et chaque bouteille de champagne millésimée à l'intérieur de ce bâtiment. J'avais co-signé les contrats financiers pour que ce conte de fées devienne réalité pour lui. L'estimation initiale que j'avais garantie était d'environ 110 000 $. C'était une somme d'argent stupéfiante, mais je l'avais rationalisée comme un sacrifice nécessaire pour la paix familiale. J'ai pris une grande bouffée d'air marin, essayant de me débarrasser du décalage horaire. J'ai roulé les épaules en arrière, sentant une véritable anticipation monter dans ma poitrine. J'étais prêt à célébrer. J'étais prêt à me sentir enfin membre de la famille, à partager un verre avec mon père, à danser avec ma mère. J'ai gravi les larges marches de marbre, me dirigeant directement vers les lourdes portes en chêne aux poignées de laiton de la salle de réception principale. J'ai monté ces marches de marbre, prêt à être un frère. Mais j'étais sur le point de découvrir que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille jeté. Je me suis avancé vers la porte,
ignorant complètement que la famille pour laquelle j'avais traversé un océan avait déjà décidé que je n'étais pas le bienvenu à l'intérieur. Pour comprendre la dévastation absolue de cet après-midi, vous devez comprendre les chaînes invisibles que je portais depuis des années. Quand vous grandissez dans une famille qui vous traite comme un étranger, vous commencez à collectionner des souvenirs comme des reliques macabres. J'appelle cela mon musée personnel de la douleur. Chaque exposition n'est qu'un autre exemple de la façon dont mes réussites ont été minimisées, ignorées ou tournées en dérision, tandis que les échecs de mon frère étaient célébrés et excusés. J'étais l'enfant invisible qui a construit son propre empire brique par brique, tandis que Darien était l'enfant prodige qui construisait des châteaux de sable et exigeait que tout le monde l'applaudisse pour son génie. Ma carrière à Londres n'est pas le fruit du hasard. J'ai gravi les échelons de l'entreprise à la seule force de ma volonté. Je travaille dans la gestion des risques d'entreprise, plus précisément dans la traque des failles financières, l'audit de fraude massive, et le démantèlement des carrières de criminels en col blanc. C'est un environnement très stressant et impitoyable, qui exige des semaines de travail de 80 heures et une logique analytique implacable. Il y a 3 ans, j'ai finalement été promu directeur principal dans mon entreprise. C'était une étape majeure, accompagnée d'un important package d'actions. J'ai appelé ma mère, Rowena, tremblant presque d'excitation pour lui annoncer la nouvelle. Je pensais qu'enfin, elle serait fière de moi. Elle a écouté dans un silence absolu pendant environ 10 secondes avant de soupirer bruyamment dans le récepteur. Elle m'a dit qu'elle était trop stressée pour parler de mon travail, car Darien venait de cabosser sa berline de luxe louée. Elle a passé les 20 minutes suivantes à se plaindre furieusement que je n'étais pas là pour conduire Darien à ses rendez-vous de shopping personnel, pendant que sa voiture était au garage. Ma décennie de travail acharné, ma promotion au poste de directeur, a été complètement éclipsée par le petit désagrément auto-infligé de mon frère. Puis il y a eu l'appartement. Avant de m'installer au Royaume-Uni, j'avais économisé chaque dollar que je gagnais, sautant les vacances et vivant de plats à emporter bon marché pour acheter un bel appartement moderne en plein centre-ville. Je l'ai payé 200 000 $, entièrement en espèces, sans aucun crédit immobilier. C'était mon sanctuaire, la première chose que je possédais vraiment. Lorsque j'ai organisé un petit dîner de famille pour célébrer la signature, Darien a franchi la porte d'entrée, a regardé le salon spacieux avec un ricanement, et a proclamé à voix haute que c'était une garçonnière exiguë et déprimante, pour un type qui se souciait trop de l'argent et pas assez de mener un style de vie luxueux. Il avait 25 ans à l'époque, était complètement fauché, et travaillait à temps partiel dans une salle de sport. Pourtant, il méprisait ma propriété comme s'il était un magnate de l'immobilier milliardaire. Rowena a juste ri, lui a tapoté le bras, et m'a dit de ne pas être si sensible, affirmant que Darien avait simplement des goûts élevés que je ne pouvais pas comprendre. Mais la pièce la plus toxique de mon musée de la douleur, celle qui a vraiment brisé quelque chose en moi, s'est produite juste une semaine avant ce mariage. J'étais en appel vidéo avec Rowena. Elle se promenait dans sa maison en Floride, exhibant les décorations ridiculement chères qu'elle achetait pour le grand jour de Darien. Alors que la caméra passait devant l'étagère dans notre salon familial, j'ai remarqué un espace vide sur le support en acajou. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Je l'ai arrêté et lui ai demandé où était la boussole nautique antique. Mon grand-père, avant de décéder, m'avait donné cette boussole. C'était un bel instrument en laiton lourd des années 1940. Il me l'avait donné parce que j'étais le seul à avoir pris la peine de m'asseoir à son chevet d'hôpital pendant ces derniers mois. J'avais explicitement demandé à mes parents de la garder en sécurité dans la vitrine familiale pendant que je m'installais à Londres, terrifié à l'idée de la perdre pendant le déménagement international. Rowena n'a même pas eu l'air coupable. Elle a nonchalamment agité la main devant la caméra et a laissé échapper un petit rire aigu et dédaigneux. Elle m'a dit que Calista, la fiancée de Darien, pensait qu'un accessoire de poche vintage compléterait parfaitement l'esthétique vieille fortune de Darien pour les photos de mariage. Alors, Rowena a simplement ouvert la vitrine, a pris le dernier cadeau de mon grand-père pour moi, et l'a donné à Darien pour l'épingler sur le revers de son smoking. J'étais paralysé par le choc. Je lui ai dit que c'était ma propriété privée, mon seul lien avec grand-père. Son visage s'est durci instantanément. Elle m'a dit d'arrêter d'être si incroyablement égoïste. Elle m'a crié dessus, me rappelant que je gagnais mon salaire en livres sterling, que je pouvais me permettre d'acheter une douzaine de vieilles boussoles, et que je devrais être reconnaissant de contribuer à la journée parfaite de mon frère. Je créais une vraie richesse, mais ma famille ne se souciait que de voler mes affaires pour maintenir leur pathétique illusion de statut. Jusqu'où irait-il pour maintenir ce faux style de vie?
Le piège a été parfaitement tendu 5 mois avant même que les invitations de mariage ne soient envoyées. Je me souviens du moment exact où les mâchoires se sont refermées sur ma cheville. Il était 3 heures du matin à Londres. La pluie s'abattait violemment contre les vitres de mon appartement. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans fin sur la table de chevet, le bourdonnement strident déchirant le silence de la pièce. Quand votre téléphone sonne à cette heure-là depuis un numéro international, votre esprit imagine immédiatement le pire des scénarios. Vous supposez que quelqu'un est à l'hôpital ou pire, mort. J'ai répondu, mon cœur battant agressivement contre mes côtes, ma voix pâteuse de sommeil. C'était Rowena, et elle jouait la performance de sa vie. Elle sanglotait de manière incontrôlable, cherchant son souffle entre les mots, jouant à la perfection le rôle de la matriarche terrifiée et dépassée. Elle m'a dit que Darien avait enfin trouvé l'amour de sa vie, Calista. Mais il y avait un problème majeur, catastrophique. La famille de Calista projetait une image de richesse de la haute société, et ils exigeaient un mariage spectaculaire sans aucune dépense épargnée au club nautique de la côte. Le problème, c'est que la cote de crédit de Darien était un cratère fumant. Il avait fait défaut sur plusieurs prêts personnels en essayant de lancer des startups technologiques ratées, y compris une application ridicule pour une crypto-monnaie pour chiens qui avait anéanti ses économies. Quand Darien et Rowena ont essayé de réserver le lieu et les prestataires de luxe, la direction a effectué une vérification de crédit standard et leur a pratiquement ri au nez. Le club nautique exigeait un garant financier, quelqu'un avec un historique de crédit impeccable et des actifs liquides importants pour co-signer les contrats de paiement différés. Puis mon père, Judson, a pris la ligne. Judson est un homme faible et passif qui passe sa vie entière à fuir les conflits. Il évite la colère de ma mère en cautionnant complètement son comportement toxique. Sa voix tremblait, chargée d'un désespoir fabriqué. Il m'a supplié de les aider. Il m'a dit que c'était la dernière chance pour Darien de se ranger, de se marier dans une bonne famille, et de devenir enfin un adulte responsable. S'il te plaît, Mercé, a-t-il plaidé. Tu es son grand frère. Tu as tellement. Signe juste le papier. Nous ne toucherons pas un seul dollar de ton argent. Ils m'ont promis, jurant sur leur vie, qu'ils avaient les liquidités de la famille de Calista et leurs propres économies pour payer les factures finales. Ils ont prétendu qu'ils avaient juste besoin de mon solide profil financier sur les documents pour sécuriser les réservations, afin que Calista ne se sente pas humiliée devant ses amis riches. Contre tous mes instincts de professionnel de la gestion des risques, contre toutes les règles que j'applique dans mes audits d'entreprise, j'ai cédé. Je voulais les croire. Je voulais être le héros dont ils avaient désespérément besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable dans le noir, j'ai lu les contrats numériques, et j'ai signé la garantie principale pour le lieu, les fleurs importées, et le forfait traiteur platine. L'exposition totale que j'ai autorisée était de 110 000 $. Presque immédiatement après que ma signature numérique ait été vérifiée par le service financier du club, le gel a commencé. Au début, j'ai été ajouté à une grande discussion de groupe sur la planification du mariage. Mais en quelques semaines, la discussion est devenue complètement silencieuse de mon côté. Je posais des questions spécifiques sur l'horaire du dîner de répétition, le plan de table, ou l'heure à laquelle je devais arriver en Floride pour aider à l'installation, et je restais sans réponse pendant des jours. Finalement, Rowena envoyait un bref texto dédaigneux me disant de ne pas m'inquiéter de ces détails avec ma tête de cadre occupée. Elle disait que tout était géré. Je pensais qu'ils étaient juste prévenants en raison de mon emploi du temps chargé. J'étais si incroyablement stupide. Je n'avais pas réalisé qu'ils construisaient activement un énorme pare-feu entre moi et l'événement. Ils avaient besoin de ma cote de crédit impeccable pour financer leur fantasme de luxe. Mais ils étaient terrifiés que si j'étais trop impliqué, je commencerais à auditer leurs choix et à poser des questions embarrassantes sur l'origine réelle de l'argent. Alors, je suis assis ici maintenant et je vous demande, si vous étiez complètement épuisé, vivant à un océan de distance, et que vos parents vous appelaient à 3 heures du matin en pleurant et en suppliant de l'aide, auriez-vous signé ce contrat pour sauver la réputation de votre famille? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Parce que ma loyauté mal placée était sur le point de me mener directement dans un cauchemar. Je me tenais en haut des marches de marbre, tenant la boîte de velours contenant les clés de la moto, sentant le chaud soleil de Floride battre dans mon dos. J'ai tendu la main droite, avec la ferme intention de tirer la lourde poignée en laiton de la porte en chêne et de rejoindre la fête que j'avais financée. Avant même que mes doigts ne puissent toucher le métal poli, la porte s'est violemment ouverte de l'intérieur. Rowena est sortie sur le palier et a immédiatement refermé la lourde porte derrière elle,
isolant ainsi la musique classique, le tintement des verres, et les rires de l'intérieur. Elle portait une robe de soirée bleu marine sur mesure absolument magnifique, qui coûtait facilement plus cher qu'une voiture d'occasion. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon rigide impeccable, et son maquillage était parfait. Elle sentait un parfum cher, écrasant et écœurant, qui se mariait mal avec l'air salin de l'océan. Elle ressemblait à une mondaine milliardaire tenant sa cour lors d'un gala de charité. Mais son visage était un masque de mépris pur et sans mélange. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. Il n'y avait aucun soulagement que son fils aîné ait traversé l'océan Atlantique en toute sécurité. Elle me regardait avec exactement la même expression que vous utiliseriez pour dévisager un chien errant et malade fouillant dans vos poubelles. J'ai souri, laissant tomber mes épaules, sentant une vague de soulagement de l'avoir enfin fait après 18 heures de voyage. J'ai fait un pas en avant pour la prendre dans mes bras, ouvrant la bouche pour lui dire à quel point elle était belle. Elle a immédiatement levé le bras et a posé sa main à plat au centre de ma poitrine. Ce n'était pas un geste maternel doux. C'était un coup physique. C'était une barrière rigide et inflexible me retenant, comme si mon costume usé par le voyage pouvait contaminer la soie coûteuse de sa robe. « Qu'est-ce que tu fais ici, Mercé ?» a-t-elle demandé. Sa voix n'était pas forte, mais elle dégoulinait d'un venin vicieux. Elle était froide, tranchante, et complètement dépourvue de toute chaleur maternelle. J'ai cligné des yeux, sincèrement confus, mon cerveau privé de sommeil luttant pour traiter cette hostilité soudaine. « Que veux-tu dire ? » C'est le jour du mariage de Darien. Mon vol a été retardé à Londres, mais je suis venu directement de l'aéroport. Je suis ici pour mon frère. Rowana n'a pas bougé d'un pouce. Elle a poussé plus fort contre ma poitrine, ses ongles fraîchement manucurés s'enfonçant légèrement dans mon revers, ses yeux se plissant en fente dangereuse. Tu n'as rien à faire ici, Mercé. C'est une célébration intime pour la vraie famille. Tu vis de l'autre côté de l'océan depuis des années, agissant comme si tu étais meilleur que nous avec ton titre de cadre pompeux. Tu connais à peine Calista. Je la fixais. La cruauté absurde de ces mots résonnait dans ma tête. Maman, je suis ton fils. Je suis son frère. Et au-delà de ça, j'ai payé pour ça. Ma crédibilité financière est la seule et unique raison pour laquelle vous vous tenez dans ce bâtiment en ce moment. Elle a laissé échapper un petit ricanement moqueur, roulant des yeux comme si j'étais un enfant faisant une crise de colère. Nous jeter tes livres sterling depuis Londres ne t'achète pas une place à notre table. Les invités de Calista sont des gens importants et riches. Ton attitude cynique et sérieuse ruinera complètement l'esthétique des photographies. Ta présence ici ne fera que contrarier Darien et gâcher la journée parfaite de Calista. Alors, fais demi-tour, remonte dans ton petit taxi, et pars avant que je ne fasse appel à la sécurité du club pour te faire expulser physiquement des lieux. Elle me bannissait de l'événement que j'avais financé. Elle voulait le luxe. Elle voulait le prestige, mais elle ne voulait pas du rappel vivant et ambulant de qui l'avait réellement fourni. Elle voulait m'effacer du portrait de famille pour maintenir l'illusion qu'ils étaient indépendamment riches. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait d'allumer une énorme bombe à retardement qui allait raser son monde entier. Je suis resté là, complètement figé sur le palier de marbre, la chaude brise de l'océan me semblant soudain comme de la glace déchiquetée sur ma peau. Le contraste entre le bel après-midi ensoleillé et la cruauté absolue de ses paroles était vertigineux. J'ai regardé par-dessus son épaule, scrutant à travers le petit panneau de verre vertical de la lourde porte en chêne. À l'intérieur de la salle de réception, près du grand escalier majestueux sous un énorme lustre en cristal, j'ai vu mon père, Judson. Il tenait un lourd verre de scotch, me regardant directement à travers le panneau de verre. Nos regards se sont croisés. C'était son moment. C'était le moment exact pour un père de poser son verre, d'ouvrir la porte, de se tenir aux côtés de son fils aîné, et d'exiger qu'on me laisse entrer. Au lieu de cela, Judson a baissé les yeux sur ses chaussures en cuir coûteuses. Il m'a tourné complètement le dos, ses épaules affaissées dans sa posture lâche habituelle, et s'est éloigné, disparaissant dans la foule d'invités rieurs. Il avait choisi sa lâcheté confortable plutôt que ma dignité. Il avait choisi de laisser ma mère m'abattre verbalement plutôt que d'affronter une dispute inconfortable. Puis mes yeux se sont légèrement déplacés vers la gauche. Debout près de l'imposante fontaine de champagne, se tenait Darien. Il était vêtu d'une veste de smoking d'un blanc immaculé, ressemblant en tout point au riche héritier qu'il prétendait être. Et épinglé parfaitement à son revers se trouvait la boussole en laiton antique de mon grand-père.
Darien a regardé à travers la vitre, m'a vu là, physiquement bloqué par notre mère, et il a souri d'un air suffisant. C'était un sourire lent, arrogant, et complètement moqueur. Il a légèrement levé sa flûte de champagne dans ma direction, un toast silencieux à sa propre manipulation réussie, a pris une gorgée, et s'est retourné vers ses amis. Il savait. Ils savaient tous que cette exclusion n'était pas une décision soudaine prise sur le coup de l'émotion. C'était un complot hautement coordonné et prémédité pour extraire mon soutien financier, drainer mes ressources, puis me laisser dehors dans le froid avant que je ne puisse poser de questions. Mais quelqu'un d'autre regardait. Debout à quelques mètres de la porte vitrée, tenant une bière au lieu de champagne, se trouvait mon oncle Ayan, le beau-frère de ma mère. C'est un chef de chantier à la retraite, un homme rude et pragmatique qui a toujours vu clair dans le jeu de la fausse haute société de Roona. Il a vu toute l'interaction à travers la vitre. J'ai vu son visage devenir rouge vif de fureur absolue. Il a bousculé agressivement un serveur portant un plateau de hors-d'œuvre, a poussé la lourde porte en chaîne, manquant de faire perdre l'équilibre à Roona sur ses talons hauts. Ayan a regardé ma mère avec un dégoût absolu et sans filtre. Tu interdis l'accès à ton propre fils au mariage pour lequel il a payé, a aboyé Ayan, sa voix rauque résonnant bruyamment sur les marches de marbre. Roona a essayé de le faire taire, ses yeux s'agitant de panique, terrifié que les invités riches entendent. Ayan l'a complètement ignoré. Il s'est tourné vers moi, a posé une main lourde, calleuse et rassurante sur mon épaule, et m'a regardé droit dans les yeux. Si tu n'es pas le bienvenu dans ce cirque, merci, alors moi non plus. Je ne bois pas à la santé d'une famille de voleurs. Sans un mot de plus à Roona, Ayan a descendu les marches et s'est dirigé directement vers le parking. C'est à ce moment précis que le fils au cœur brisé et désespéré est mort, et que le directeur des risques d'entreprise a pris le relais. La validation d'Ayan a coupé le dernier lien émotionnel qui me rattachait à cette illusion toxique. Le chagrin s'est évaporé instantanément, remplacé par une clarté froide, aiguë et hyper concentrée. J'ai baissé les yeux sur la boîte de velours dans ma main, les clés de la moto vintage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit un seul mot à Roona. J'ai simplement marché jusqu'à une lourde poubelle en fer près de l'entrée et j'y ai laissé tomber la boîte de velours. J'ai entendu le bruit sourd et satisfaisant lorsqu'elle a heurté le fond. J'ai tourné le dos à ma mère, j'ai descendu l'allée pavée, et j'ai hélé un taxi. La manipulation émotionnelle était terminée. C'était maintenant l'heure de l'audit. J'ai demandé au taxi de me conduire directement à l'hôtel de luxe où j'avais réservé une suite pour la semaine. Le trajet s'est déroulé dans un silence complet. Je n'ai pas regardé l'océan par la fenêtre. Mon esprit parcourait déjà des algorithmes, des statuts légaux, et des protocoles bancaires. J'ai traversé le grand hall de l'hôtel, mon visage un masque illisible et sans émotion, ignorant complètement les salutations joyeuses du personnel de la conciergerie. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, je suis entré dans ma vaste suite, j'ai verrouillé le lourd pen dormant derrière moi, et j'ai jeté ma veste de costume sur le lit king size. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas crié dans un oreiller. Je n'ai pas commandé une boisson forte au minibar. Je suis allé directement au grand bureau en verre près de la fenêtre, j'ai ouvert ma mallette de voyage renforcée, et j'ai commencé à assembler mon poste de travail. En 10 minutes, la luxueuse suite d'hôtel s'est transformée en une salle de crise stérile de comptabilité forensique professionnelle. J'ai installé mes 2 moniteurs portables, connecté mon disque dur haute vitesse fortement crypté, et allumé mon poste de travail. Mes doigts volaient sur le clavier avec une précision exercée. Le frère émotif et rejeté avait disparu. J'étais Mercé, l'enquêteur principal en fraude, et ma propre famille venait de devenir ma cible principale. La première chose à faire était de verrouiller les chiffres exacts. J'ai ouvert un réseau privé virtuel sécurisé et je me suis connecté directement au grand livre des fournisseurs du mariage. Comme mon nom figurait sur la garantie, j'avais un droit légal d'accès au portail de facturation numérique. J'ai consulté les comptes marchands du club nautique, du service traiteur premium, des fleuristes importés, et de l'animation live. J'ai recoupé chaque facture avec ma garantie numérique. Les soldes principaux correspondaient exactement à ce que j'avais autorisé. La responsabilité civile totale pour l'événement du mariage était exactement de 110 000 $. Mais ma mémoire est infaillible en matière de données financières, et je suis hautement entraîné à repérer les anomalies. Alors que j'étais assis dans le taxi en route pour l'hôtel, j'avais reçu une notification push automatisée de mon application bancaire principale. C'était une alerte d'exposition totale,
m'avertissant que mes passifs garantis approchaient un seuil critique. Je me souvenais distinctement du chiffre sur cette alerte. C'était exactement 200 000 $. J'ai fait craquer mes doigts, le son sec et résonnant dans la chambre d'hôtel silencieuse. Je me suis penché plus près des moniteurs lumineux, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. J'ai commencé à exécuter des balayages de diagnostic sur mon portail bancaire, traquant les signatures électroniques, les avenants, et les numéros de routage. Un club nautique de luxe ne perd pas simplement 90 000 $ en frais fantômes. J'ai creusé plus profondément dans le portail Bacan associé à l'institution financière affiliée au lieu. J'ai contourné l'interface utilisateur standard, utilisant des outils de développeurs pour accéder aux journaux de transactions brutes, et là, c'était là. Enterré sous 3 couches de paperasse numérique et de sous-dossiers intentionnellement mal étiquetés, j'ai trouvé un contrat secondaire. C'était un prêt de découvert personnel massif non garanti. L'objet déclaré du prêt était désigné comme mise à niveau de lune de miel premium et dépenses personnelles générales. Le prêt avait été traité en urgence et approuvé en 48 heures, entièrement basé sur la solidité du profil de crédit impeccable et de la vérification des actifs du garant principal. Mon profil de crédit, mes actifs. Je fixais l'écran, mon rythme cardiaque incroyablement stable, ma respiration lente et contrôlée. Le montant du prêt en espèces était d'exactement 90 000 $. J'ai affiché le formulaire d'autorisation numérique. Il portait ma signature électronique en bas de page. Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Quelqu'un dans ma famille avait commis une usurpation d'identité fédérale. Où étaient passés ces 90 000 $? Et qui exactement avait falsifié mon nom pour les obtenir? Si vous suivez ce parcours d'exposition d'une famille toxique et que vous êtes satisfait que la vérité soit sur le point d'être révélée, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Je n'ai pas paniqué en voyant la signature falsifiée à l'écran. La panique est une émotion réservée aux personnes qui ne savent pas comment se défendre. Au lieu de cela, j'ai senti un calme terrifiant et absolu m'envahir. Je me suis penché vers les moniteurs lumineux et j'ai commencé à disséquer l'empreinte numérique d'un prêt de 90 000 $ avec la précision chirurgicale d'un auditeur d'entreprise. Lorsque vous demandez un découvert massif en espèces non garanties en ligne, l'institution financière enregistre des métadonnées incroyablement détaillées pour se conformer aux réglementations bancaires fédérales. Il trace l'adresse du protocole Internet, le numéro d'identification de l'appareil, et l'horodatage exact à la milliseconde près. J'ai extrait les métadonnées brutes de la page d'autorisation de signature numérique. J'ai passé l'adresse IP dans une base de données de géolocalisation standard. Les résultats se sont affichés sur mon écran presque instantanément. La connexion ne provenait pas d'un serveur sécurisé au Royaume-Uni. L'empreinte numérique menait directement à un fournisseur de services Internet résidentiel en Floride. Plus précisément, elle pointait vers le routeur résidentiel exact à l'intérieur de la maison de mes parents. Ma propre famille s'était délibérément connectée à mon portail financier, avait contourné les questions de sécurité secondaire parce qu'ils connaissaient mon histoire personnelle, et avait frauduleusement attaché mon identité légale à une dette de 90 000 $. Mais pourquoi diable avait-il besoin d'autant d'argent? Le mariage était déjà entièrement couvert par la garantie de 110 000 $. J'ai ouvert un onglet de navigation privée et je me suis connecté à un profil de réseau social fantôme que j'utilise pour le suivi d'actifs lors d'enquêtes d'entreprise. J'ai consulté le fil public de Calista. Elle n'était pas exactement subtile. Elle avait publié des dizaines de mises à jour quotidiennes se vantant des préparatifs du mariage. J'ai fait défiler quelques semaines en arrière et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Il y avait une photo brillante et très retouchée de 2 cartes d'embarquement en première classe reposant sur une brochure de voyage de luxe. La brochure présentait une spectaculaire villa sur pilotis 5 étoiles à Dubaï. La légende sous la photo dégoulinait d'arrogance. On pouvait y lire « Lune de miel de nos rêves absolus ». Entièrement financée. Quand ton homme te traite comme une reine, vie bénie de la vieille fortune. L'audace pure de la chose m'a rendu physiquement malade. Ils ont volé 90 000 $ en mon nom, attachant une encre financière massive à mon numéro de sécurité sociale juste pour pouvoir voyager en première classe et siroter des cocktails dans une piscine privée à Dubaï. Ils ont utilisé l'argent que j'avais gagné en travaillant 80 heures par semaine à Londres pour financer un faux style de vie de milliardaire. Et la partie la plus écœurante et ironique de tout ce cauchemar,
c'est qu'ils étaient parfaitement heureux d'utiliser mon argent volé pour payer une villa de luxe sur l'eau à l'autre bout du monde, mais ils m'ont physiquement interdit d'entrer dans la salle pour manger une assiette de homard que j'avais également payée. J'étais assez bon pour être leur banque secrète, mais pas assez bon pour être sur leur photo de mariage. J'ai consulté mon calendrier de voyage d'entreprise et mes journaux d'accès au bâtiment à Londres. J'avais besoin d'un alibi en béton, et j'avais le meilleur possible. Le mardi après-midi exact où la signature numérique a été exécutée en Floride, j'étais physiquement enfermé dans une salle de serveur hautement sécurisée et isolée d'Internet dans le quartier financier de Londres. Je menais un audit de données sensibles pour un client, complètement déconnecté d'Internet. J'avais les journaux de sécurité du bâtiment, les données de balayage de ma carte d'accès, et la déclaration sous serment de 3 autres cadres qui étaient dans la pièce avec moi. Il était physiquement, légalement et scientifiquement impossible que j'aie signé ce document de prêt. Je me suis adossé à la chaise de bureau ergonomique, la lumière bleue froide des moniteurs se reflétant dans la baie vitrée de la suite de l'hôtel. La colère en moi s'était durcie en glace solide. Toute ma vie, ils avaient fonctionné sous l'hypothèse confortable que j'étais un puissant fond de pardon. Ils supposaient que, parce que nous partagions le même sang, ils pouvaient me saigner à blanc, abuser de ma générosité, et m'exclure de leur vie quand cela leur convenait, et que j'avalerais simplement le coup pour éviter de causer des drames familiaux. Ils ont confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils ont confondu mon silence avec de la soumission. Ils pensaient que j'étais un imbécile, mais ils avaient oublié ce que je fais dans la vie. De grandes sociétés internationales me paient des milliers de livres sterling de l'heure pour enquêter sur des fraudes financières sophistiquées et détruire la vie des personnes qui les commettent. Je démantèle des schémas de détournement de fonds complexes avant le petit déjeuner. Et maintenant, ma propre famille avait peint une cible massive sur son dos. Ils voulaient jouer à un jeu à haut risque de ruine financière. J'allais leur montrer exactement comment le jeu est joué par un professionnel. J'ai pris mon téléphone et vérifié leur local. C'était tard le samedi soir. La réception du mariage atteignait probablement son apogée en ce moment. Darien était probablement debout à la table d'honneur, levant son verre de champagne millésimé, prononçant un discours sur l'importance de la famille et de l'amour. Rowana se délectait probablement des compliments des invités riches, jouant le rôle de la matriarche fière et prospère. J'ai composé un numéro privé non répertorié à New York. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et rauque ne réponde. C'était celle de Thorne. Thorne n'était pas seulement un ami. Il était associé principal dans un cabinet d'avocats en contentieux commercial notoirement impitoyable. C'est le genre d'avocat qui ne se contente pas de gagner des procès. Il anéantit complètement la partie adverse. Merci, dit Thorne, sa voix forte dans le silence de ma chambre d'hôtel. C'est un samedi soir. Je tiens un verre de scotch. J'espère que c'est une urgence d'entreprise avec beaucoup de zéros attachés. Thorne, ai-je répondu, ma voix parfaitement égale, dépourvue de toute colère ou hésitation. J'ai besoin que tu rédiges une révocation formelle de garantie financière. J'ai besoin que des ordonnances de cessation et d'abstention soient envoyées à 5 fournisseurs d'événements de luxe différents d'ici lundi matin. Et j'ai besoin que tu prépares un dossier de renvoi pénal pour la division des crimes financiers fédéraux. J'ai un cas flagrant d'usurpation d'identité et de fraude électronique. Le son de la télévision en arrière-plan du côté de Thorne a été instantanément coupé. Son ton est passé de celui d'un ami décontracté à celui d'un professionnel froid et prédateur. Qui est la cible, Mercé ? Ma mère et mon frère, ai-je déclaré, fixant la signature falsifiée qui brillait sur mon moniteur, et je veux légalement réduire toute leur vie financière en cendres. Usurpation d'identité et fraude électronique fédérale, répéta lentement Thorne, laissant le poids des mots s'installer. Je pouvais entendre le faible grattement d'un stylo sur un bloc-notes juridique. Ce sont des accusations graves, mon ami. Tu parles de délits fédéraux. Si les virements ont traversé les frontières des États, ce qui est évidemment le cas, cela signifie de la prison ferme. Es-tu absolument certain de cela ? Parce qu'une fois que je mettrai cette machine juridique en marche, tu ne pourras pas simplement l'arrêter quand ta mère commencera à pleurer et à supplier ta pitié. Je regarde l'empreinte numérique en ce moment même, ai-je dit. Ils ont accédé à mon portail financier depuis leur routeur résidentiel en Floride. Ils ont demandé un découvert de $90 000 spécifiquement destiné à une lune de miel de luxe à Dubaï. Ils ont falsifié mon autorisation numérique pour garantir le prêt, sachant que j'étais dans une installation sécurisée à Londres et que je ne pouvais pas surveiller mes alertes personnelles. Il n'y a aucune ambiguïté ici,
Thorn. Ils m'ont volé pour financer des vacances. Thorn a expiré une longue bouffée d'air. Très bien, regardons d'abord les contrats des fournisseurs. Les 110 000 $ pour le lieu, le traiteur, et les fleurs. Tu les as co-signés de ton plein gré, c'est bien ça? Oui, ai-je admis, ressentant un bref éclair de dégoût pour ma propre stupidité passée. Il y a 5 mois, j'ai signé en tant que garant financier principal parce que le crédit de Darien est inexistant. D'accord, mais une garantie est conditionnelle à l'exécution des services comme convenu, expliqua Thorn, le tranchant analytique d'un avocat d'affaires prenant le dessus, et plus important encore, elle est conditionnelle à l'absence de mauvaise foi. Que s'est-il passé exactement sur les lieux aujourd'hui? Je lui ai raconté chaque détail. J'ai décrit le vol de 18 heures, la boîte de velours avec les clés de la moto, et les mots venimeux exacts que Rowena avait utilisés lorsqu'elle m'avait physiquement empêché d'entrer dans la salle de réception. Je lui ai raconté comment mon père m'avait tourné le dos, comment Darien s'était moqué de moi, et comment Rowena avait explicitement déclaré que je n'étais pas considéré comme de la famille et que j'étais interdit d'assister à l'événement. Quelqu'un d'autre a-t-il vu cela se produire? Demanda Thorn, sa voix se tendant d'anticipation. Oui, ai-je répondu. Mon oncle ayant a tout vu. Il était tellement dégoûté qu'il a quitté le mariage. Plus important encore, c'est un club nautique côtier haut de gamme. Ils ont des caméras de sécurité haute définition couvrant chaque centimètre carré de l'entrée principale. Les images montreront qu'elle m'a physiquement arrêté et m'a ordonné de quitter la propriété. Je pouvais pratiquement entendre Thorn sourire au téléphone. C'était le sourire d'un requin sentant le sang dans l'eau. Merci, c'est magnifique. En droit des contrats, il existe un concept connu sous le nom d'incitation frauduleuse, couplé à une violation massive du pacte de bonne foi et de loyauté. Tu as garanti le paiement d'un événement familial sous l'hypothèse explicite et raisonnable que tu serais autorisé à y participer. En t'interdisant activement, physiquement, et publiquement l'accès au lieu, ils ont matériellement violé les termes implicites de ta garantie. Nous pouvons soutenir qu'ils ont obtenu ton soutien financier sous de faux prétextes, avec l'intention préméditée de te priver du bénéfice de l'événement. Donc, je peux couper complètement les ponts, ai-je dit, sentant la lourde tension dans mes épaules commencer enfin à se relâcher. Nous allons faire bien plus que simplement couper les ponts, dit sombrement Thorn. Je vais rédiger une révocation formelle de garantie. D'ici lundi matin, ta famille va se réveiller dans un désert financier. Le reste du week-end fut une leçon magistrale de détachement émotionnel et de précision juridique. Tandis que les invités du mariage se remettaient probablement de leur gueule de bois massive, et que Darien et Calista préparaient leurs valises de marque pour leur paradis volé à Dubaï, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, fonctionnant purement comme une machine. Je n'ai pas dormi. Je n'ai rien mangé d'autre que le terrible café amer du Holamba. J'ai passé 48 heures à compiler chaque document, chaque fil de discussion par email, et chaque trace financière qui me liait à ma famille au cours des 5 dernières années. Je construisais une forteresse de preuves impénétrables. L'équipe juridique de Thorn à New York a travaillé tout le week-end à leur tarif de facturation premium, que j'ai volontiers autorisé sans une seconde d'hésitation. Le dimanche soir, j'avais 5 documents lourdement formatés et juridiquement dévastateurs dans ma boîte de réception sécurisée. Les documents étaient magnifiques dans leur brutalité froide et clinique. Il s'agissait d'ordonnances de cessation et d'abstention, combinées à des avis de révocation immédiate de garantie financière. Le langage était dépouillé de toute émotion, remplaçant le drame familial mesquin par le vocabulaire terrifiant et stérile du contentieux d'entreprise. Les lettres indiquaient clairement que moi, Mercé, n'était plus affilié à l'événement à quelque titre que ce soit. Elle déclarait que l'autorisation de paiement avait été obtenue en des termes frauduleux, qui avaient ensuite été violés par les hôtes. Elles avertissaient explicitement que toute tentative de traiter des frais sur mes comptes serait considérée comme une transaction frauduleuse non autorisée et serait accueillie par une poursuite immédiate pour extorsion d'entreprise. De plus, les lettres redirigeaient explicitement tous les soldes impayés, totalisant exactement 110 000 $ pour les services de l'événement, directement à l'adresse résidentielle principale de Rowena et Judson, et au compte personnel de Darien et Calista. Le lundi matin, à 8 heures précises, au moment où je savais que les bureaux des fournisseurs déverrouilleraient leurs portes, allumeraient les lumières, et consulteraient leurs emails d'entreprise, j'ai lancé la séquence. Je n'ai pas appelé les fournisseurs directement pour discuter ou me plaindre au téléphone. Je ne voulais laisser aucune place à la négociation, à la pitié, ou à la manipulation émotionnelle. J'ai simplement joint les documents juridiques notariés à 5 emails distincts,
mis Thorne et toute son équipe juridique en copie sur chacun d'eux, et j'ai appuyé sur Envoyer. J'ai regardé la barre de progression au bas de l'écran pendant que les emails se propageaient dans l'éther numérique. Ensuite, j'ai ouvert mon portail bancaire. J'ai navigué vers les paramètres de sécurité extrême et j'ai exécuté un verrouillage complet du système. J'ai annulé toutes les cartes de crédit qui avaient jamais été associées aux dépenses de ma famille. J'ai placé un gel de sécurité strict sur mon profil de crédit auprès des 3 principales agences fédérales, m'assurant qu'aucun nouveau prêt, ligne de crédit, ou vérification d'antécédents ne pourrait être traité sous mon numéro de sécurité sociale. J'ai isolé mes actifs liquides derrière un mur de protocoles de sécurité et de mots de passe cryptés qu'il faudrait une assignation d'un juge fédéral pour franchir. Enfin, j'ai déposé le litige officiel de fraude concernant le prêt en espèces de 90 000 $ auprès de la division des enquêtes internes de la banque, en fournissant les journaux IP et ma déclaration sous serment de localisation. Lorsque l'écran de confirmation finale s'est chargé sur mon moniteur, indiquant que mon crédit était complètement gelé et que les emails des fournisseurs avaient été livrés avec succès, je me suis adossé à la chaise de bureau en bois inconfortable. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, frissonnante. Pour la première fois en 35 ans, le poids lourd et suffocant des demandes constantes de ma famille avait disparu. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Je n'étais plus le grand frère stupide essayant désespérément d'acheter une place à une table où j'étais moqué et méprisé. J'avais pris une énorme paire de ciseaux juridiques et j'avais coupé le cordon ombilical financier une fois pour toutes. Quoi qu'il arrive ensuite, quel que soit le chaos absolu qui s'abattait sur eux, c'était entièrement leur propre création. Ils avaient construit un château de cartes sur ma cote de crédit, et je venais de m'en aller, emportant les fondations avec moi. La coupe nette avait été faite. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir dans le calme de ma chambre d'hôtel et d'attendre que l'hémorragie commence. Le silence avant la tempête est toujours le plus profond. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'à ce point. Si vous appréciez ce voyage intense pour démanteler une famille toxique, veuillez commenter « Je suis là » ci-dessous. C'est un signe secret pour les spectateurs qui regardent jusqu'à la toute fin, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec le mot-clé « Je suis là ». N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Le silence a duré exactement 3 jours. Il faut environ 72 heures au service de facturation des entreprises pour traiter les révocations légales, geler les comptes marchands actifs, et commencer à appeler frénétiquement les clients principaux pour exiger des méthodes de paiement alternatives immédiates. 3 jours après le mariage, un mercredi après-midi tranquille, la grande illusion de la richesse de ma famille s'est brisée en 1000 morceaux déchiquetés et irréparables. Ça a commencé doucement. J'étais encore à l'hôtel, rattrapant à distance une partie de mon travail d'audit d'entreprise pour la firme à Londres, quand l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un SMS d'un cousin éloigné qui avait assisté au mariage. Il disait « Merc, que se passe-t-il bon sang ? Tante Roona est en train de perdre complètement la tête. As-tu annulé le paiement pour le club nautique ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement balayé la notification. 10 minutes plus tard, le véritable ouragan a touché terre. Mon téléphone s'est mis à vibrer violemment, dansant presque sur le bureau en verre. C'était Roona qui appelait. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça tombe sur la messagerie vocale. Ça s'est arrêté une seconde, puis a immédiatement recommencé. Puis est venu un appel de Judson, puis 4 appels consécutifs de Darien, et enfin un numéro international inconnu, que j'ai correctement supposé être Calista, probablement en panique dans un hall d'hôtel à l'autre bout du globe. Au cours des 2 heures suivantes, les messages vocaux se sont accumulés, documentant en temps réel l'effondrement catastrophique de leur réalité parfaite et fabriquée. Les fournisseurs du mariage, armés de la certitude juridique de Thorne que les poches profondes du garant n'étaient plus disponibles, avaient agi avec une efficacité d'entreprise impitoyable. La direction du club nautique avait appelé Judson, exigeant le solde impayé de 50 000 $ avant la fin de la journée ouvrable, sans quoi il remettrait le dossier à une agence de recouvrement agressive. La société de traiteurs premium, ayant réalisé que le paiement final ne viendrait pas de mes comptes gelés, avait officiellement menacé de placer une hypothèque légale sur la maison de mes parents. Mais le coup le plus dévastateur, le plus fracassant, est venu de la banque. Parce que j'avais placé une alerte de fraude sévère sur mon dossier de crédit et soumis le litige initial concernant la signature falsifiée, le système automatisé de prévention de la fraude de la banque avait déclenché un énorme signal d'alarme. Ils ont immédiatement et définitivement gelé le découvert en espèces de 90 000 $. Malheureusement pour Darien et Calista,
le gel s'est produit exactement au moment où ils tentaient de s'enregistrer dans leur luxueuse villa sur pilotis à Dubaï. Leurs cartes de débit ont été violemment refusées à la réception. Ils étaient bloqués dans un pays étranger, à des milliers de kilomètres de chez eux, face à une énorme facture d'hôtel de luxe avec absolument aucun accès aux fonds volés qu'ils avaient prévu d'utiliser. Le 4e jour, alors que les messages vocaux passaient des exigences colériques aux sanglots hystériques, j'ai finalement décidé de décrocher le téléphone. J'avais besoin qu'ils enregistrent leur désespoir légalement. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon appareil audio numérique secondaire, j'ai posé le téléphone sur le bureau en mode haut-parleur, et j'ai accepté l'appel entrant de Rowana. « Merci » a-t-elle hurlé à la seconde où la connexion s'est établie. Sa voix était complètement méconnaissable. La retenue froide et élégante qu'elle avait affichée à la porte du lieu avait complètement disparu, remplacée par une panique brute et gutturale. « Que as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Règle ça tout de suite. Appelle la banque. Appelle le club nautique. Dis-leur que c'était une énorme erreur. » Je me suis penché en avant, gardant ma voix aussi calme et plate qu'un moniteur cardiaque sur un patient décédé. « Il n'y a pas d'erreur, Rowana. J'ai formellement retiré ma garantie financière. Tu m'as informé que je ne faisais pas partie de la famille, alors j'ai simplement supprimé ma remise familiale. »« Tu es un monstre » a-t-elle crié, le son déformant le petit haut-parleur du téléphone. « Tu essaies de ruiner la vie de ton frère. Darien et Calista sont bloqués dans un motel d'aéroport à Dubaï. Leurs cartes sont bloquées. Le lieu menace de nous poursuivre en justice. Ton père a des douleurs à la poitrine. Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang pour un minuscule malentendu à la porte? C'était une exécution parfaite du Darvo, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Elle a complètement ignoré le fait qu'elle m'avait traité comme une ordure, a ignoré la fraude massive, et s'est instantanément présentée, ainsi que Darien, comme les victimes innocentes de ma cruauté soudaine. Ce n'était pas un malentendu, ai-je répondu doucement. C'était une exclusion délibérée. Et franchement, la facture du mariage est le cadet de vos soucis. Je veux parler du prêt en espèces de 90 000 $ que vous avez contracté, toi et Darien, en falsifiant ma signature numérique. Il y eut une soudaine et brusque inspiration à l'autre bout du fil. Les cris se sont arrêtés instantanément. Le silence qui a suivi était épais de la terreur pure d'un criminel qui réalise qu'il a été pris. « Je ne sais pas de quoi tu parles » balbutia-t-elle, sa voix soudainement petite et tremblante. « Vous vous êtes connecté à mon portail depuis le routeur de la maison » ai-je déclaré froidement. « C'est une fraude électronique fédérale. C'est une usurpation d'identité. » Quand les larmes et les tentatives de culpabilisation n'ont pas réussi à susciter la moindre once de sympathie de ma part, la panique de Rowana a muté en une rage bizarre et profondément arrogante. Elle a eu recours à la seule tactique qui lui restait. « Très bien » a-t-elle lâché vicieusement. « Si tu veux être aussi mesquin, nous avons une solution. Nous savons que tu possèdes cet appartement en ville. La valeur marchande actuelle est de 200 000 $, libre de toute dette. Tu vas transférer l'acte de propriété à Darien immédiatement. Il pourra l'utiliser comme garantie pour payer les fournisseurs et régler la dette bancaire. Tu dois ça à cette famille. Ils voulaient mon appartement, la maison même qu'ils avaient raillée. Je lui ai répondu en une seule phrase. Retrouvez-moi demain à midi à cette adresse, et nous réglerons tout. J'ai choisi le lieu très soigneusement. Je ne voulais pas les rencontrer chez eux en Floride, où ils se sentiraient à l'aise et en position de force sur leur propre territoire. Je ne voulais pas les rencontrer dans un café public où le cadre pourrait m'obliger à baisser la voix. J'ai demandé à Thorne de rendre un immense service à un collègue local et j'ai réservé une spectaculaire salle de conférence aux parois de verre dans un cabinet d'avocats d'entreprise très respecté, en plein centre-ville. C'était un espace spécialement conçu pour l'intimidation. Il y avait une lourde table en acajou, des fauteuils en cuir à haut dossier, et une atmosphère de silence absolu et terrifiant. À 12h05 exactement, la réceptionniste les a escortés à l'intérieur. La transformation visuelle de ma famille était frappante. Il y a quelques jours à peine, ils étaient l'image de la richesse insouciante et arrogante. Maintenant, ils ressemblaient à des otages entrant en salle d'interrogatoire. Rowana est entrée la première, serrant son sac à main de contrefaçon bon marché comme un bouclier, son visage pâle et tiré. Judson la suivait de près, regardant fixement le sol, ses épaules affaissées dans une défaite permanente et pathétique. Enfin, Darien et Calista sont entrés.
Ils avaient clairement réussi à prendre un vol désespéré et éreintant en classe économique pour rentrer de Dubaï, après avoir supplié les parents de Calista de les renflouer. Ils avaient l'air complètement épuisés, débraillés, et profondément en colère. Les cheveux de Darien étaient en désordre, et les yeux de Calista étaient bouffis et rouges à force de pleurer sans arrêt. Personne n'a dit bonjour. J'étais assis au bout de la longue table en acajou, vêtu d'un costume d'affaires gris foncé et bien coupé. Mon ordinateur portable était ouvert devant moi, accompagné d'un épais classeur de documents juridiques méticuleusement engletés. Je ne me suis pas levé pour les saluer. J'ai simplement fait un geste vers les chaises vides en face de moi. « Asseyez-vous » ai-je ordonné. Ils ont hésité une seconde, mais l'autorité pure dans ma voix, amplifiée par l'environnement intimidant du cabinet d'avocats, les a forcés à obéir. Ils se sont assis. Darien fut le premier à rompre le silence. Il a frappé du poing sur la table, pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu as ruiné ma lune de miel. » Sale ordure vindicative. Calista pleure depuis 3 jours dans un motel bas de gamme. As-tu la moindre idée de l'humiliation que nous avons subie? J'imagine que c'est presque aussi humiliant que de prendre un vol de 18 heures, pour ensuite s'entendre dire qu'on n'est pas considéré comme de la famille, ai-je répondu, sans jamais rompre le contact visuel. Rowana s'est penchée en avant, essayant de reprendre le contrôle du récit. Assez de ces bêtises, merci. Nous ne sommes pas ici pour nous chamailler sur des sentiments blessés. As-tu apporté les papiers de transfert pour l'appartement? Les avocats du lieu ont rappelé ce matin. Nous avons besoin que l'acte de propriété de cet appartement de 200 000 $ soit transféré au nom de Darien d'ici la fin de la journée pour arrêter les poursuites. Je l'ai regardé. J'ai regardé le manque de remords absolument stupéfiant dans ses yeux. Elle croyait sincèrement que si elle insistait assez fort, l'ancien Mercé, le fils distributeur obéissant, plierait et leur donnerait sa maison. Il était temps de briser cette illusion complètement. Je n'ai pas crié. J'ai simplement tendu la main et tourné mon ordinateur portable pour que l'écran leur fasse face. J'ai poussé le lourd classeur à onglets sur la table polie jusqu'à ce qu'il repose directement devant Darien. Il n'y a pas de papier pour l'appartement, ai-je dit, ma voix projetée clairement dans la pièce silencieuse. Vous ne toucherez jamais à ma propriété. Ce que vous regardez est un dossier forensique fédéral complet. J'ai tapoté le clavier et une vidéo haute définition a commencé à jouer à l'écran. C'était l'enregistrement de la caméra de sécurité du club nautique. On y voyait Rowana sortir, me repousser, et m'ordonner de quitter la propriété. À côté se trouvait une déclaration sous serment signée de l'oncle Ayant. Pièce à conviction à, ai-je dit doucement. Preuve documentée d'incitation frauduleuse. Cette vidéo seule annule complètement ma responsabilité pour la dette de 110 000 $ des fournisseurs. Darien a ricané, essayant de masquer sa panique grandissante. Et alors? C'est un litige civil. Ouvrez le classeur à l'onglet 4, les jeux interrompus froidement. Rowana, les mains tremblant violemment, a ouvert le classeur. C'est un journal imprimé de l'adresse IP et de l'horodatage numérique associé à la signature falsifiée sur le prêt en espèces de 90 000 $, ai-je expliqué, laissant les lourds termes juridiques tomber comme des enclumes. Il correspond parfaitement à votre routeur domestique. L'onglet 5 est une déclaration sous serment détaillant ma position physique dans une installation sécurisée à Londres au moment exact où la signature a été exécutée. C'est une preuve irréfutable de fraude électronique fédérale. La couleur a complètement quitté le visage de Darien. Il a regardé le classeur, puis moi, son sourire narquois se fondant en pure terreur. Calista a haleté bruyamment, couvrant sa bouche, réalisant que Darien n'était pas un riche entrepreneur, mais un criminel noyé sous les dettes. Vous avez exactement 5 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. À l'intérieur de la couverture arrière se trouve une confession légale d'accès financier non autorisé. Elle m'exonère entièrement. Si vous la signez maintenant, vous devrez toujours 200 000 $ à la banque et aux fournisseurs, mais vous gérerez cela devant un tribunal civil. Si vous refusez, mon avocat dépose ce dossier auprès de la police fédérale, et Darien va en prison. Rowana a haleté bruyamment, se tenant la poitrine, faisant semblant d'avoir une crise cardiaque. Elle s'est affalée sur sa chaise. J'ai sorti mon téléphone. J'appellerai une ambulance, Rowana. Mais le trajet en ambulance n'arrêtera pas le compte à rebours de 5 minutes pour le renvoi pénal. Décidez vite. Elle s'est miraculeusement remise en 2 secondes, me foudroyant du regard avec une haine pure.
Elle savait que la partie était terminée. Signe, a murmuré Judson d'une voix brisée. Il nous tient. Les mains de Darien tremblaient violemment alors qu'il prenait le stylo. Il a griffonné son nom à la hâte, des larmes d'humiliation tombant sur le papier. Calista s'est levée, a retiré sa bague de fiançailles de son doigt, l'a jetée sur la table, et est sortie sans un mot. Le mariage de Darien était terminé avant même que la lune de miel n'ait commencé. J'ai pris la confession signée, je l'ai placée dans ma mallette, et je suis sorti, les laissant dans les ruines de leur propre création. Les retombées se sont propagées dans leur cercle social en Floride avec la vitesse terrifiante d'un feu de forêt. On ne peut tout simplement pas cacher un effondrement financier de 200 000 $ dans une communauté qui se nourrit de commérages et d'apparence. En 2 semaines, la grande façade de la famille parfaite et riche a été entièrement détruite. Parce que je m'étais légalement protégé et que j'avais agressivement redirigé la responsabilité en utilisant leur confession signée, les agences de recouvrement se sont abattues sur mes parents et Darien avec une agressivité absolument impitoyable. Des huissiers de justice ont commencé à se présenter aux déjeuners hebdomadaires de Rowana au Country Club, lui signifiant publiquement des poursuites civiles pour les factures impayées du traiteur et du club nautique. La banque, armée de la confession de responsabilité de Darien, a lancé des procédures de recouvrement agressives. La communauté a appris exactement ce qui s'était passé. Les parents qui avaient assisté au mariage et l'oncle Ayan, qui avaient vu ma mère me bannir de l'entrée, ont fait le lien lorsque les fournisseurs ont commencé à réclamer de l'argent. Les ragots étaient absolument impitoyables. Les gens chuchotaient dans les allées de l'épicerie sur la façon dont Rowana et Judson avaient essayé de voler leur fils aîné Prosper pour financer le faux style de vie de leur fils cadet paresseux, et comment ils avaient finalement été écrasés par leur propre cupidité spectaculaire. Le statut social soigneusement cultivé de Rowana s'est évaporé du jour au lendemain. Elle ne pouvait plus jouer le rôle de la matriarche bienveillante et riche. Elle a complètement cessé d'assister aux événements sociaux, refusant de montrer son visage en public parce qu'elle savait que tout le monde la regardait, non pas avec admiration, mais avec une profonde pitié et du dégoût. Darien a été forcé de retourner vivre dans le sous-sol exigu de mes parents. Calista a finalisé l'annulation moins d'1 mois après le mariage, invoquant la fraude et une grave fausse déclaration financière. Avec son crédit complètement détruit et une dette écrasante massive pesant sur sa tête, Darien a été contraint de prendre un emploi au salaire minimum, travaillant le pénible quart de nuit dans un entrepôt d'expédition locale, juste pour empêcher les agences de recouvrement de saisir ses maigres possessions. Pour rembourser les énormes règlements et éviter la faillite totale, Judson et Rowana ont été forcés de vendre leur belle maison de banlieue et de déménager dans un petit appartement délabré dans le mauvais quartier de la ville. Les conséquences de leur choix les avaient finalement rattrapés. Je n'ai pas eu à lever un autre doigt. Je me suis simplement écarté et j'ai laissé la gravité faire son travail dévastateur. Le temps est un filtre brillant et impitoyable. Il sépare les éléments lourds et toxiques de votre passé des moments propres et calmes de votre présent. Au cours de l'année suivante, la colère brûlante qui avait motivé mon exécution juridique méticuleuse s'est lentement estompée, remplacée par un sentiment de paix profond et inébranlable. Je suis retourné à Londres et je me suis replongé dans ma carrière, sans l'encre constante et épuisante des crises fabriquées par ma famille qui me tiraient vers le bas. Ma vie s'est accélérée. J'ai accepté une promotion massive pour devenir associé régional dans ma firme. J'ai suivi une thérapie, passant des mois à déballer les profonds dommages d'avoir grandi comme un objet utilitaire émotionnel. J'ai finalement appris que fixer des limites absolues n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'auto-préservation essentiel. Presque exactement 1 an après le désastre du mariage, un morceau du passé a tenté de traverser l'océan. J'étais assis à une petite et belle terrasse de café près de la Tamise, buvant un expresso fort et examinant un rapport d'audit. Le serveur est passé et a déposé une petite pile de courrier sur ma table, que mon assistant avait transféré du bureau de l'entreprise. Cachée entre un magazine et une facture se trouvait une simple enveloppe blanche bon marché. L'écriture sur le devant était reconnaissable entre toutes. Elle était désordonnée, penchée, et légèrement tremblante. C'était de mon père, Judson. J'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment. 1 an plus tôt, la vue de son écriture aurait fait grimper mon rythme cardiaque en flèche. Cela aurait déclenché une cascade d'anxiété et un espoir désespéré qu'il allait peut-être agir comme un vrai père. Maintenant, en regardant le papier bon marché, je ne ressentais absolument rien. Mon pouls est resté parfaitement stable. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un unique morceau de papier de cahier à ligne. C'était une confession brisée.
Il écrivait que les 12 derniers mois avaient été un cauchemar vivant. Il admettait que se tenir dans le hall de ce lieu, regardant ma mère me bannir pendant qu'il tournait le dos, était le plus grand regret de toute sa vie. Il confessait sa lâcheté. Il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait même pas le pardon. Il voulait juste que je sache qu'ils comprenaient enfin la gravité de ce qu'ils avaient fait. C'étaient les excuses exactes que j'avais passé toute mon enfance à attendre désespérément d'entendre. Mais j'ai réalisé que la vraie liberté n'est pas d'obtenir des excuses. La vraie liberté, c'est de réaliser que vous n'en avez plus besoin pour être heureux. J'ai plié la lettre, je me suis approché de la poubelle, et je l'ai jetée à l'intérieur. Je suis retourné à ma table et j'ai pris une gorgée de mon café. Pour la première fois en 35 ans, je me sentais entièrement, parfaitement libre. Leur cupidité leur a tout coûté. Mais parfois je me demande, ai-je été trop impitoyable en les acculant au lieu de simplement payer discrètement et de partir? Ai-je eu tort de me protéger de cette manière? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne.